Chers auditeurs de la radio du cinéma, bonjour. Aujourd'hui, en fait, on va expérimenter quelque chose d'assez innovant à la radio, puisqu'en fait, on va partager un couple professionnel à l'occasion de la sortie d'un film, un film qui va faire certainement beaucoup de bruit. En l'occurrence, j'ai la chance d'avoir en face de moi sa réalisatrice, Rachel Lang. Bonjour et bienvenue à la radio du cinéma. Merci, on va faire un peu plus ample connaissance, évidemment. Et Romain Lacourbasse, vieille connaissance de la radio, puisqu'il y a un peu plus d'un an, vous aviez la gentillesse de m'accueillir à votre domicile pour qu'on présente ce fameux métier de directeur de la photographie. On se remettra un petit peu dans l'ambiance avec quelques rouages qui vous appartiennent. Et justement, aujourd'hui, on a décidé de faire à la radio du cinéma une sorte de caisse de résonance entre la scénariste et la réalisatrice que vous êtes, Rachel, vous allez vous présenter évidemment, et puis finalement, on peut dire l'architecte ou le chef d'orchestre technique de toute la résonance que vous pouvez avoir d'un point de vue artistique, et comment finalement tout ça se met en musique, quel langage commun on arrive à trouver pour que finalement le résultat, le produit culturel, en l'occurrence le film, trouve une résonance collective. Alors Rachel, bonjour. Et donc, qui êtes-vous ? Comment êtes-vous arrivée ? Vous avez un parcours assez atypique. Vous êtes une femme d'uniforme au départ, uniforme militaire. Vous allez nous en parler brièvement. Comment êtes-vous arrivée dans cet univers du cinéma ? Et qu'est-ce qui vous passionne dans l'image et dans le cinéma ? Alors, moi j'ai voulu faire du cinéma à la base parce que j'avais envie de raconter des histoires. En fait, j'avais 3 rêves quand j'étais petite. C'était être agent secret, être championne du monde de course et écrire des livres. Et le cinéma s'est avéré être un peu un mix qui permet d'écrire. Ouais. Championne du monde de course, ouais, non, j'ai pas trop trouvé dans le cinéma du coup. Mais agent secret, là, ça a été avec Mata, du coup, la réalisation un peu des deux. Au cœur du réacteur, on va en parler évidemment. Hein. Romain Lacourbasse, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur de la photographie. On va rappeler dans les grandes lignes en quoi consiste ce métier. Vous êtes reconnu évidemment dans ce métier. Vous avez participé à de nombreux longs métrages à dimension internationale. Le dernier en date, Ballerina, en fait, a trouvé un accueil très très important en France et ailleurs. Mais je me souviens, lorsqu'on avait clôturé cette interview il y a un peu plus d'un an maintenant, vous m'aviez dit, David, en fait, je serais intéressé aussi de revenir un petit peu à des choses peut-être un peu plus, on va dire, rock'n'roll, ou en tout cas où j'ai besoin de moins de matière, de moins de gens autour de moi. Et est-ce que je suis capable de me challenger pour arriver à poursuivre cette qualité que j'essaie de proposer dans des tournages ? Corrigez-moi si je me trompe, mais j'avais gardé ça en tête et c'est précisément ce qui m'a intéressé dans cette relation professionnelle. Oui, il y a de ça. Après, il y a de ça, évidemment. Mais je pense que l'objectif principal, c'était aussi de faire un film qui soit du vrai cinéma. J'entends par là un film qui parle de personnages et pas seulement des films ou un cinéma plus pop-corn, entre guillemets, même si sans être péjoratif du tout. Hein, mais voilà, avoir une vraie envie de revenir à des vraies histoires. Donc ça tombait extrêmement bien sur ma table. Alors justement, ce qui nous réunit évidemment, Eye Haïdara. Donc elle joue aux côtés de Raphaël Personnaz, Joséphine Japy, j'en oublie certainement, Hakim Semini, bien évidemment fait une apparition dans le film. Ce film, il s'appelle Mata. Il sortira en France donc le 27 mai. C'est votre 3e long métrage. Globalement, en fait, c'est un film en fait captivant parce que, d'ailleurs, je me suis posé la question à un moment donné si ce film il n'aurait pas pu être sponsorisé par une marque de fabrication d'outils, tellement en fait vous taraudez l'esprit des gens, du spectateur, vous rentrez mentalement dans l'esprit de la personne et on devient cette personne. Je vous assure qu'il y a des moments où en fait les émotions, j'avais l'impression d'être le personnage. Ça, c'est bluffant, et ça, vous nous devez des explications, Rachel, par rapport à ça. Non, mais c'est un super retour, ça me fait plaisir. Moi, j'avais envie de faire un film, justement, où on est dans le point de vue de ce personnage qui n'a pas accès à tout et qui est en train de se battre contre Qui est Mata ? Un système, une Mata, machine. expliquez-nous. C'est une fonctionnaire. Ouais. Qui travaille dans des services ultra secrets. Voilà, de renseignement. Ouais. Et elle a une mission en Afrique. Ouais. On ne va pas spoiler, mais on peut quand même un petit peu pitcher le début de l'histoire. Donc ils partent à deux collègues en fait de travail, et malheureusement en fait ça se passe pas exactement comme prévu. Ils sont accompagnés de 2 journalistes. D'ailleurs ça m'a fait rire.
Rappelez-moi votre nom de famille, s'il vous plaît, monsieur Romain. La Courba. Rappelez-moi le nom des journalistes de RFI, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai, on m'a tendu un piège. Je n'étais pas au courant. Les deux journalistes, ça j'ai trouvé ça extrêmement drôle et j'avoue que ça m'a beaucoup fait sourire. Voilà, donc il y a des petits clins d'œil comme ça. La courbe du film. Oui, bon, on va pas spoiler, mais bon, voilà. Donc il y a deux journalistes qui s'invitent. Alors deux journalistes, donc on connaît assez peu l'identité finalement. Vous, en tant qu'ex-militaire, j'imagine que vous avez, d'ailleurs c'est pas que j'imagine, vous avez eu l'occasion en fait de vous déplacer sur le terrain puisque vous avez fait une mission au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane. Donc des choses que vous avez vues et entendues que vous étiez peut-être tenu à garder au secret, on est d'accord, et j'imagine, ou en tout cas potentiellement, et j'imagine que tout ça aujourd'hui ressurgit dans votre façon de vous exprimer, d'écrire vos scénarios, et là pour le coup dans ce film, c'est, on va dire, on déroule la pelote de cette manière-là. Ça c'est la beauté de l'aventure collective et du travail d'une équipe de cinéma, parce que moi du coup au début je suis toute seule devant une page de papier à écrire une histoire. Ouais. Et puis je rencontre des gens, alors que ça soit Romain à la lumière, ou qui vont nourrir, qui vont lire ce que j'ai écrit, et à partir de ça, apporter leur plus-value, leur vision, et partager et confronter leur vision avec ce qui est écrit. Et avec Romain, donc c'était une première rencontre et c'était assez puissant ce qui s'est passé, parce qu'en fait moi jusqu'à présent j'avais toujours travaillé avec la même chef-op avec qui je m'entendais très bien, mais qui était comme moi sur la même, voilà, on a grandi ensemble, on a été à l'école ensemble, on se connaît très bien, et du coup voilà, on était connectés d'une manière où il n'y avait pas tellement de confrontation, de confrontation, pas dans le mauvais sens du terme, mais voilà, on était d'accord d'une manière logique. Du coup, Romain venait avec son univers qui était différent du mien, et qui est venu avec des idées de pousser des curseurs. Entre guillemets, il a été force de proposition artistique, exactement. Dans un environnement où finalement, ce que vous aviez imaginé, quelque part, il a repoussé un peu cette limite pour nous faire découvrir peut-être des choses encore plus puissantes. Romain, quand Rachel vous appelle pour la première fois, qu'elle vous dit « voilà, j'aimerais vous faire travailler sur ce film, c'est mon 3e long métrage, j'ai observé ce que vous avez fait auparavant et je suis absolument en admiration totale devant votre travail. » Elle n'a pas dit ça du tout. Et donc du coup, en fait, évidemment, il y a l'excitation de cette rencontre. Et derrière, lorsque vous commencez à travailler ensemble, finalement, les mots qui font converger l'initiative commune de créativité, quel est le terrain de jeu commun qui, pour le coup, en fait, a inspiré, valorisé cette relation et a fait grandir le projet artistiquement? Déjà, tout part d'un script et d'une rencontre et des échanges qu'on a tous les deux. Voilà, moi, et moi et les autres chefs de poste, on est juste des traducteurs et des serviteurs d'un script et d'une réalisatrice qui veut raconter une histoire d'une certaine façon. Donc nous on apporte des propositions, oui, mais après c'est la capitaine langue qui réoriente, qui choisit, surtout qui arbitre et qui réoriente lorsqu'on n'est pas dans les clous. Mais on est surtout là pour, dans un premier temps, comprendre véritablement un scénario et ses personnages, et puis après essayer de rentrer dans la tête de Rachel pour comprendre comment elle veut raconter l'histoire, le parcours de ses personnages. Et à partir de là, il y a des propositions qui arrivent, mais oui, il y a forcément une valorisation de la part de toute une équipe technique, évidemment, parce que déjà on fabrique quelque chose, mais tout ça part du cerveau d'un auteur et réalisatrice. Et après, le langage commun, on s'est posé très longtemps, plusieurs jours, je crois, à dérouler le script ensemble, et où moi j'avais plein de questions. Technique pour le coup. Pas encore, à ce stade-là. Des questions d'intention. Ouais. C'est ça qui est riche, c'est la discussion sur, en fait, tu racontes quoi? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est le déséquilibre? Est-ce que c'est l'inconfort? Est-ce que c'est, quoi exactement? Et du coup, moi aussi, ça me renvoie à préciser des choses qu'il faut préciser avant de passer à la fabrication. Tant que je suis pas en train de fabriquer, il y a plein de choses qui sont encore dans l'air. Un peu flou, quoi. Et donc, toute la préparation consiste à ça, à se faire questionner par tous les chefs de poste qui disent oui, mais là, par exemple, la jupe, tu la veux bleue ou tu la veux verte, c'est quoi? Et donc, dans tous les milieux, dans tous les domaines, mais c'est vrai qu'avec l'image, c'est très long parce qu'on doit, chaque séquence, on doit la prendre, la découper, voir où, comment, voilà, c'est un vrai travail de fond. Prenons l'exemple de cette première scène, Rachel, en fait, donc on est dans un couloir, Eya Idara, en fait, on est dans l'obscurité, il y a vraiment une atmosphère, c'est plutôt froid, très bleu comme atmosphère, et on entend juste les bruits, c'est très humide, en fait
On est tout de suite dans C'est l'inconfort. On est tout de suite dans l'inconfort, en fait. Et en même temps, ce qui serait intéressant de savoir, c'est quels mots vous avez donné à ce moment-là à Romain, et comment Romain vous a fait des propositions factuelles par rapport à cette scène, qui, à mon sens, plante véritablement le décor de l'inconfort dans lequel on va regarder ce film. C'est-à-dire, quand je dis l'inconfort, c'est l'inconfort intellectuel par rapport à ce personnage qui évidemment est un peu... En fait, on rentre un peu dans un tambour de machine à laver et on est chahuté un peu dans tous les sens. On a du mal à se poser véritablement pour dire là, voilà, les choses sont solides, etc. On n'est jamais serein, jamais. Oui, il y avait l'idée du cloisonnement qui, à la base du film, c'était, voilà, la DGSI, la DGSE sont des lieux du secret, sont des lieux du cloisonnement, et comme il y a ces deux entités qui sont très, qui sont un peu antithétiques. Il y en avait un que je voulais en sous-sol, dans un ancien bunker, dans un truc un peu militaire, parce que c'est là où on se trouve. L'extérieur, c'est guerrier, voilà, c'est un ancien, tout à fait. Et puis la DGSI qui était plus moderne, plus en hauteur, dans des bureaux. Et voilà, donc je pense que le début, c'était vraiment l'interdit aussi, de mettre Mata dans ce lieu qui revient, qui ne sait pas ce qui s'est passé, qui va être face à un mur. Il y avait l'idée d'un couloir dans lequel elle reviendrait à la fin pour revivre ce couloir d'une autre manière et découvrir quelque chose derrière. En quelque sorte, un peu boucler la boucle de l'histoire. Ouais. Romain, à ce moment-là, quand Rachel vous parle de cette scène, entre guillemets, elle a des attentes envers vous et vos équipes. Concrètement, comment ça phosphore? Romain, en tant que directeur de la photo, évidemment qu'elle attend des choses de votre part. Elle veut que l'atmosphère soit à minima l'équivalent de ce qu'elle a pensé quand elle l'a écrit. Mais évidemment, la cerise sur le gâteau, c'est d'être elle-même impressionnée. Corrigez-moi si je me trompe, Rachel, mais c'est un peu ça. Et comment finalement, parce que vous arrivez de productions américaines, des super productions, vous avez 30, 50, 100, peut-être même plus collaborateurs à vos côtés. Là, je pense que vous avez travaillé en effectif réduit. Donc évidemment, vous portez sur vos épaules, Romain, beaucoup plus de responsabilités. Et racontez-nous cette expérience-là, c'est hyper intéressant. Le fait de... Alors si on parlait de l'effectif de l'équipe, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est que ça rend les choses un peu plus humaines. Clairement plus humaine, et c'est un bateau qui est plus facile à faire changer de cap, on va dire. Mais et moi j'y prends beaucoup plus de plaisir parce que voilà, la communication elle est fluide, elle est immédiate. C'est plus, et je pense qu'on est aussi plus concentré sur le fond. En tout cas pour ma part, et je pense que les équipes c'est la même chose. On est beaucoup plus concentré sur encore une fois, je me répète, pardon, mais sur une histoire, un script, la psychologie des personnages et les envies de Rachel. Donc quelque part, il n'y a pas de plus facile ou moins facile, mais c'est beaucoup plus gratifiant et beaucoup plus jouissif de fabriquer ce genre de film. Clairement, en tout cas, moi je suis à un moment dans ma carrière et ma vie où c'est de ça dont j'avais envie et j'ai toujours envie. Et c'était une expérience très enrichissante. Et alors, une scène comme ça, pour reprendre la scène du début, c'est aussi pendant les repérages qu'on a des idées, qu'on définit. L'inspiration, c'est sur le lieu. On a repéré quand même pas mal de choses, il me semble. On a pris du temps ensemble sur les repérages, et puis il y a énormément de moments où Rachel avait une idée claire en tête sur comment on fera cette séquence. Après, on finalise tous les deux, mais finalement, il y a plein d'idées qu'elle avait déjà en tête ou que les décors lui ont donné. Et après le reste, encore une fois, moi j'ornemente un peu les choses, mais la plupart du film elle l'avait dans sa tête. Et je rajouterais à ça aussi que c'est extrêmement jouissif, et quand on est opérateur ou opératrice, de cette scène, et aussi après l'interrogatoire, la barre est encore au-dessus je trouve, les personnages sont complètement dans le noir. Et il y a très 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 peu de réalisateurs et de réalisatrices et de producteurs et de distributeurs qui nous auraient laissé carte blanche, ou qui auraient laissé carte blanche pour aller si loin. Mais on a aussi des goûts extrêmement communs, je pense. On préfère suggérer que montrer. Et cette scène, je me suis dit, quand on l'éclaire très peu au début, je me suis dit... Et puis Rachel a vu le combo, elle a dit non mais c'est très bien, on garde comme ça. Ça, c'est pas souvent dans la carrière d'un opérateur. Donc c'est pour ça que je dis que c'est gratifiant et jouissif, c'est parce que je pense avoir beaucoup
beaucoup plus appris sur ce tournage, moi, que Rachel a Ah pu ouais, apprendre comme les... Non, je pense. Ça doit vous faire plaisir. Au Moi, moins, j'ai appris énormément. au moins tous les deux pareil. Au Allez, moins on tous va les deux dire pareil. 50. Bon, 50-50, je veux pas de jaloux. Lui, s'il avait sa plus petite équipe image, nous, c'était sa plus grosse. C'est vrai. Là, Chacun perd pas mal. le satisfecit quand même est omniprésent. Je sens qu'il y a une belle complicité entre vous et donc le produit fini atteste de cette complicité. Quand Rachel, en fait, vous avez cette envie de réalisation, cette envie d'écriture, cette histoire qui commence à naître un petit peu comme ça. Le cheminement, en fait, vous partez avec un storyboard, vous fabriquez un storyboard ou ça n'existe pas chez vous? Pas du tout. Ah oui, donc c'est vraiment les mots versus, en fait, la technique artistique. Donc il y a un niveau de compréhension qui doit être très élevé. Ouais, c'est pour ça qu'on discute beaucoup Ouais. autour du scénario avant d'aller voir des décors et de Bien dire ah sûr. bah tiens c'est pas du tout ce que j'avais imaginé, à toi non plus, ah bah ok on passe à la suite, etc. Est-ce que ça se fait vraiment sur le terrain? Non, ce storyboard, moi je sais pas dessiner donc Il y a eu des- deux séquences qu'on a storyboardées parce que c'était de l'action et Ouais. qu'il fallait pouvoir communiquer avec toute l'équipe sur où est-ce qu'on met les caméras, où est-ce que comment on fabrique la séquence, mais le storyboard c'est assez rare quand même, enfin sur le genre de film D'accord. que je fais. Par contre, D'accord. on fait des plans quand même de. Ah, des topos, On quoi, fait- des ouais, plans, voilà. ouais, des plans au sol. Oui, voilà, Ouais. des plans au sol. Oui, C'était oui, ma ça, oui. question. Voilà. Ah oui, Hein, ça, c'est comme ça qu'on voilà. parle aussi. Oui, Ouais, oui, tout à fait. d'accord. Ouais, c'est pas story. Romain vient d'évoquer quelque chose d'important, c'est cette dimension. Lorsqu'on fait un film, de manière générale, en fait, ce qu'il y a d'important, je pense, c'est d'essayer d'élever les curseurs. D'un point de vue artistique, c'est aussi une exploration artistique. Adjuger la confiance à ces techniciens, c'est aussi prendre entre guillemets un risque artistique pour vous, et en même temps c'est un satisfecit lorsque le projet donne ce qu'il donne à l'écran. Comment est-ce que la relation s'opère pour que finalement la magie à un moment donné elle prenne vie? C'est vrai que c'est Peut-être un qu'on- apprentissage, en fait c'est quand même très très intime Ouais, mais de c'est- partager cette matière et d'essayer de faire de ce bout de papier quelque chose ensemble. Donc c'est vrai que ça prend du temps d'apprendre à se connaître, de regarder, d'échanger. Et c'est vrai que tu parlais des plans au sol par exemple, mais on a passé des jours et des jours tous les deux avec une feuille A4 et un crayon à dire ok si c'est ça le décor qu'on n'avait pas encore et qu'il y a un bureau là, et où est-ce que tu mets tes personnages et où est-ce qu'on met la caméra? Et ça, c'est quand même. Ça c'est le type de question que Romain peut vous poser. Ah, bah, c'est le type de. Oui, c'est comme ça Ouais. qu'on a fonctionné pour Intéresse tous les les deux. intentions Ouais, ouais, bien sûr. de chaque séquence. Et d'une manière générale, si on doit faire grosso modo une caricature de notre relation de ce moment-là, Ouais. on dessinait donc ce plan. Moi, je mettais les personnages et je disais, bah voilà, la caméra, elle est là. Et on me dit, ah oui, et ça t'intéresse pas, et ça t'intéresse pas, et ça. Je dis, quoi? Pourquoi? Et puis au fur et à mesure, je regardais où est-ce que lui me dit, où est-ce qu'il posait avec son stylo la caméra, et je disais, tiens, en fait, ouais, c'est pas con, parce que t'as raison, en fait, là, le truc est intéressant, là, machin, ça va bouger. Et moi, j'avais pas du tout le réflexe de faire bouger la caméra, pour le coup. Enfin, c'est pas dans ma. Voilà, Oui, vous n'avez pas ce réflexe-là. Voilà. Ouais. Donc moi j'ai un endroit, j'ai une focale que je vois dans ma tête, et D'accord. c'est juste un truc basique, voilà. Et Romain proposait des choses qui bousculaient un peu et qui faisaient réfléchir. Et c'est vrai qu'il y a un moment où il y a le langage du film, c'est trouvé dans ces discussions autour de ce bout de papier A4. La chimie s'est opérée à ce moment-là, non? Un petit peu. Totalement. Mais il y a un jour où tu m'as dit, je sais plus, je t'ai demandé le style de film qu'il fallait faire, que tu voulais, et tu m'as dit, il faut que ce soit crédible, réaliste, mais romanesque, pas naturaliste. Waouh. Non, mais déjà, c'est énorme comme information. D'accord. Et voilà, non, ça me fait penser à ça. Et après, ces échanges sur le... Parce que voilà, quand je disais que j'avais beaucoup appris, c'est aussi que par rapport à ce que vient de dire Rachard, sur le fait de se mettre à un endroit et pas forcément bouger la caméra, ce qui est extrêmement fort dans tous les films passés, je trouve, c'est que tout d'un coup, il se passe un truc long, où les personnages se déplacent dans un cadre, et que ce cadre ne bouge pas. Ça sous-entend que les comédiens sont extrêmement bons, qu'on a bien choisi la position, et que voilà, c'est pas ne pas bouger la caméra, c'est sûrement plus compliqué, beaucoup plus compliqué, que choisir de la bouger régulièrement ou de découper beaucoup. Donc c'est en ce sens-là aussi que j'ai beaucoup appris, c'est prendre des risques en se disant voilà, on choisit bien la position, mais
si vous avez vu le film, c'est pas très découpé. Il n'y a pas énormément de Non. plans. Parce que voilà, ça c'est ta patte, c'est ta façon de faire. Justement, c'est de bien choisir l'endroit pour essayer que ce point de vue tienne le plus longtemps possible au cœur d'une scène. C'est votre Ça, c'est signature. passionnant. C'est votre signature, ça, Rachel? Oui, peut-être. Inconsciemment. Peut-être, Inconsciemment. ouais. Mais c'est Et bien en tout qu'il- cas, j'aime bien aussi, j'aime bien le rythme interne des comédiens, choisir des comédiens qui amènent quelque chose, qui ne soit pas fabriqué au montage. Et du coup, j'aime bien que les plans puissent tenir dans la durée. Alors justement, on va évoquer quand même Eya Idara parce que là, je trouve que sa présence m'a bluffé. L'atmosphère, pour moi, c'est un film d'atmosphère, hein, c'est un film psychologique. On rentre, comme je vous disais tout à l'heure, vous taraudez en fait le spectateur, vous essayez de lui faire entendre des choses, mais qui sont suggérées alors qu'elles devraient être potentiellement montrées. Et ça fait aussi mal, voire plus, parce qu'on ne les a pas vues et on est obligé de les imaginer. C'est super si ça fait cet effet-là. Effectivement, Eyé, moi je l'ai choisi, je l'ai vu dans Le Sens de la Fête en 2017. Bienvenue au club. Dans un autre, dans un autre registre, mais j'avais tout de suite vu qu'elle avait le charisme et l'autorité naturelle pour avoir ce genre de rôle. Et puis le côté un peu fermé, un peu secret. Voilà. Et puis elle a quelque chose de très magnétique, quoi. Elle est magnifique. Enfin, moi, je regardais, et à la caméra encore plus. Il y a un truc assez fou. On est proche en fait d'une sculpture. Ouais. Vous savez, un film, c'est sympa quand à un moment donné, on peut s'installer bien dans le fauteuil en fait, et on se dit bon voilà, là, on est dans le film, et puis on consomme l'émotion qui nous est proposée. Là, pas du tout, quoi. On est constamment en train de se remettre en place sur la chaise, et du coup, en fait, ça veut dire qu'on se pose des questions en permanence, en lieu et place d'Eya Idara, mais en réalité, c'est les mêmes qu'elle se pose dans son rôle, en fait. Et cette sensation-là, je trouve que c'est tout le cœur du film. C'est-à-dire qu'on est continuellement en train de réfléchir, de se dire mais ça existe vraiment, ça se fait vraiment comme ça? Est-ce que réellement dans la vraie vie, et j'imagine que c'est fictionnel, mais c'est forcément bâti sur des choses qui correspondent à une forme de réalité à un moment donné? Oui, après c'est bâti sur une trajectoire émotionnelle avant tout, et sur le parcours de cette femme, de cette solitude, et de ce que ça implique, ce métier, cet engagement et ce choix de vie. Donc qu'est-ce qui existe vraiment? Il y a des choses, évidemment on a poussé les curseurs parce qu'on fait un film et qu'on voulait que ça soit romanesque, qu'il y ait des choses qui soient plus fortes que dans la vie, mais quand même il y a beaucoup de retours de personnes qui sont pas bien dans cet confort et qui sont pas bien de pas avoir la réponse à la fin, et qui sont voilà. Mais si, c'est annoncé dès le début, c'est annoncé au début, ne cherchez pas la vérité, vous ne la trouverez pas. C'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a c'est un peu un contre-film d'enquête où en fait on va être dans le cerveau effectivement de ce personnage qui va se battre seul contre tous. Et c'est qu'en fait les émotions, elles convergent, elles rentrent dans la salle et elles vous rentrent dans le cerveau, comme vous êtes un peu dans le cerveau d'Eya Idara. Ça, c'est une performance. Le choix du casting et, ça, et la direction d'acteur. Voilà. Il y a un moment où... Et après, c'est vrai, Eya m'a confié, donc Eya a vu le film, et c'est la première fois qu'elle voit un film où elle ne... Enfin, parce qu'elle m'avait dit, je vais voir le film, mais je vais détester, je vais me voir. La première vision, c'est horrible, je me vois, je me trouve moche, et il faut une deuxième vision pour que je vois le film. Et en fait, elle est sortie de la première vision, elle a dit, mais je ne me suis pas vue, en fait, je ne suis pas dans le film, j'ai vu le film, je ne me suis pas vue. Quel compliment. Donc c'était voilà, un énorme compliment. Et après, il y a aussi le compliment de la DGSE qui a vu le film et qui a... J'allais vous poser voilà. la question, justement. Enfin, pas de la DGSE. De certaines personnes. Certaines personnes qui, d'accord. Qui ont été touchées par le film. Et ça, quels ont été les retours, finalement ? En dehors du compliment, qu'est-ce qu'ils ont ressenti? Est-ce qu'il y a eu des choses assez fortes, une sorte de trait commun entre la vérité et la fiction? Oui, c'est-à-dire que même s'il y a des choses fictionnelles, ils ont Bien ressenti sûr. qu'on parlait d'eux. Et en fait, comme on parle très peu d'eux, c'est les soldats de l'ombre, le principe c'est qu'ils vont peut-être mourir pour la France et personne ne saura jamais qu'ils ont existé. Oui, leur passage sur Terre correspond à du silence. Voilà. De l'efficacité du silence. Voilà. Et donc tout à coup, il y a... quelqu'un qui raconte leur histoire et qui les met en lumière, donc voilà, ils étaient touchés de ça, juste, et ça c'était plaisant. Et moi, ce qui m'a vraiment impressionné dans le jeu d'Eya Idara, c'est ce côté un peu poker face, mais au-delà de ça, le fait qu'elle arrive à absorber en fait les émotions qui sont en réalité les émotions véritables et de les traduire différemment et finalement d'avoir quelque chose de très normalisé, tout va bien, on continue, on avance. Ça, en fait, cette dimension-là, j'imagine que dans la vraie vie professionnelle de ces personnes, c'est comme ça que ça se passe.
Oui, et puis d'ailleurs, les comédiens ont fait un stage encadré par, Super intéressant. par un ancien de la DGSE et puis quelques-uns actuels. Et pendant 3 jours et 3 nuits, ils ont été amenés à faire beaucoup d'exercices, de missions, et ils ont été vraiment poussés en dehors de leurs Dans les conditions de... Dans les conditions de... c'est génial. dans les conditions de recrutement des vrais espions de la DGSE. Et donc ça les a beaucoup nourris, et je crois que Eyé, elle a beaucoup puisé là-dedans aussi, dans la rencontre de ces gens qu'on voit jamais, parce qu'on les rencontre pas, ils sont pas à visage découvert, donc on les rencontre pas facilement. Et elle a pu se nourrir de cette manière d'être, de ce qu'ils étaient. Et le stage les a mis dans un état d'adrénaline, de nécessité et de tension absolue. Ils ont mis tous, ils en parlent, ils sont 4 à l'avoir fait, 4 comédiens qui étaient dans des rôles des GSE, des GSI. Enfin des GSE surtout, ils ont mis plusieurs semaines à redescendre, c'est-à-dire qu'ils ont été mis dans un état d'esprit, donc c'était dans Paris, mais ils étaient clandestins dans Paris, donc sans téléphone, sans papier d'identité, sans carte de crédit, on avait que de l'argent liquide et des tickets de métro. Comme on dit. Sans filet, quoi. C'est ça, sans filet. Et oui, ça les a mis dans une dynamique qui a fait qu'ils ont intégré beaucoup de choses par l'expérience, en fait. Et du coup, moi, le travail était hyper facile parce qu'ils n'avaient pas à jouer aux espions, ils avaient l'impression d'être des espions. Ils étaient convaincus d'être des clandestins puisqu'ils l'avaient vraiment vécu. Donc c'était assez intéressant. Ça, Romain, sur le tournage, vous l'avez ressenti également, cette notion de, finalement, de ne pas jouer mais d'être? Ce que j'ai ressenti, c'est une cohésion déjà entre eux. J'ai senti que ça les a rapprochés par rapport au peu de fois où je les avais aperçus, où ils étaient soit passés dans les bureaux, soit on a fait des essais. Bon. Mais il est évident que ça a créé une cohésion. Et puis il y avait aussi ils n'avaient pas le droit d'en parler, ils n'ont toujours pas le droit, j'imagine, de parler de façon précise de ce qu'ils ont vécu. Et il y avait une espèce de... Omerta. C'est-à-dire que je pense qu'on est plusieurs de l'équipe à avoir essayé de leur poser des questions comme ça, pas pour juste par vraie curiosité. Bien sûr. Et il y avait tout de suite une espèce d'écran très professionnel ça fait sourire Rachel. C'est le silence. La seule réponse sera le silence à partir d'un certain stade qui était très tôt. Point trop l'info. Donc voilà, ces 2 éléments, on voit que tout d'un coup, il s'est passé quelque chose d'important, d'assez fondamental pour le... Puis c'était aussi important pour créer la fraternité d'armes, entre guillemets, entre Raphaël Persona qui jouait Antoine et Yaïdara qui jouait Mata. Est-ce que vous avez parfois envie de modifier quelques éléments pour encore enrichir le propos et faire que la narration soit encore plus présente dans le cadre du descriptif du film? Je ne sais pas si je suis assez... C'est très clair. Alors on a souvent envie de le faire, mais je pense que c'est une grosse erreur, alors on s'en empêche. D'accord. Parce que on est censé livrer... Ça arrive d'avoir des pannes, des soucis, mais le but c'est on met un certain temps, nous l'équipe technique, on met un certain temps pour mettre en place un plan, une séquence, etc. pour pouvoir après le livrer en l'occurrence à Rachel et ses acteurs. Donc aller changer des choses entre les prises, c'est un facteur un peu confusant, en tout cas qui peut être amené à déconcentrer les gens. Enfin, c'est pas très agréable. Donc le but c'est de pas intervenir une fois que les acteurs sont lancés et que Rachel a commencé à travailler avec eux. Après, ça me fait penser à un autre truc. Votre question, c'est que je pense que un visuel, enfin l'atmosphère visuelle d'un film, elle est réussie lorsqu'elle sert le récit. Je veux dire par là que quand elle le surpasse et quand elle est remarquée par les gens en général comme le premier élément d'un film, c'est très mauvais signe en général. Ça veut dire soit que le film est mauvais, soit que le script est mauvais, soit que la lumière ou le visuel fait figure de bande démo pour le film. Donc ce qui est intéressant, c'est de rester toujours en deçà du récit, de le servir, mais sans jamais... être dominant. Surtout pas, non. Faut que ce soit justifié, faut rester dans le sujet, il faut servir le sujet, mais je ne crois pas à cette histoire est-ce qu'il y a des moments où le visuel peut surpasser. Alors, il y a des moments comme ça, mais c'est des moments qu'on décide, où typiquement, il y a un moment où Mata a une espèce de de rêve, c'est même pas un flashback, où elle entend le colonel lui parler dans son dos, et c'était une idée qui datait d'assez longue date à laquelle Rachel avait pensé, d'avoir les 2 nets. Et voilà, après on a... Mais c'était quelque chose qui partait d'une réflexion assez en amont pour figurer ce rêve, quoi. Donc ces choix-là, les moments où il faut
booster un peu le visuel par rapport au reste du film je sais pas quel terme, je ne me rappelle plus du terme que vous avez employé, mais pour augmenter un peu une tension narrative, elle se décide soit à l'endroit, soit en amont, mais voilà, c'est parce que c'est justifié, c'est parce que ça a une véritable raison d'être. J'avais un autre ressentiment pour vous, en fait, Rachel, c'est que dans ce type de film, j'ai la sensation que vous aimez apprendre à faire découvrir aux spectateurs des univers qu'on ne connaît pas. Et il y a quelque chose de quasi pédagogique dans le récit. On sent que c'est quelque chose qui est présent en vous, ça. Ouais, c'est vrai, j'aime bien. En fait, moi, j'aime bien quand je vais voir un film apprendre quelque chose, ressortir en. C'est le cas. Je me souviens que j'avais vu, quand j'ai commencé mon école de cinéma, j'avais vu un film de Chantal Akerman, un de ses premiers films où elle avait mis sur. La comédienne avait mis le personnage avait mis du papier alu sur ses plaques de cuisson pour éviter de les nettoyer. Et j'ai trouvé ça génial. Et après, étudiante, j'avais mis du papier cuisson partout. Et puis quand c'était sale, hop, j'enlevais, poubelle. Bon, maintenant, c'est pas très écologique, je le fais plus, c'était il y a 20 ans. Mais j'aime bien, quand je vois un film, apprendre à faire quelque chose. Apprendre à faire son lit je crois que c'est dans La Maman la putain, Jean-Pierre Hello, il prend la couette de place et il se jette sur le lit et il fait son lit comme ça. Je trouve que c'est bien d'apprendre des techniques, d'apprendre des choses. Ce film, c'est un labyrinthe intellectuel pour le spectateur et l'héroïne principale. Vous confirmez ça ? Oui, je confirme. Bah oui, et puis je me suis inspirée de différentes histoires réelles qui sont sorties dans la presse, dont tout le monde a entendu parler. Ouais. Et j'ai eu envie d'aller nourrir le secret qu'il y a derrière, c'est-à-dire d'imaginer le hors-champ, d'imaginer les gens connexes à ces histoires dont tout le monde sait qu'il n'y a pas d'aboutissement. Et c'est marrant parce que la plupart de ces histoires sont sous le mandat de François Hollande. Et il devait voir le film là justement cette semaine et finalement c'est reporté. Mais c'est une des seules personnes pour le coup à connaître la vérité. François Hollande, il y a des histoires qui sont évoquées à droite à gauche. Lui, il sait. Oui. Voilà, peut-être que lui. De par sa fonction, évidemment, il était dans la confidence de. Qu'est-ce qui vous fascine, Rachel, dans cette façon de vous exprimer artistiquement Parce qu'on sent que c'est omniprésent en vous, quoi. La prochaine étape, le prochain film, on sait très bien qu'il y aura comme ça, en fait, cette volonté, encore une fois, de mystère. Je pense que c'est un puits pour l'imagination, le mystère. En fait, ça permet d'imaginer, de créer, et en fait, aussi de trouver une forme au chaos. C'est-à-dire que dans tout cet énorme noir inconnu, de trouver une forme, de dessiner des contours. En imaginant, ça permet de trouver du sens. Alors on arrive au terme de cette émission et il y a une tradition à la radio du cinéma. Je vais vous demander à tous les deux de me donner donc respectivement votre film préféré, donc vos films préférés, votre musique de film préférée et votre réplique préférée. Alors je vais changer au dernier moment pour dire que mon film préféré c'est Police de Piala, que ma musique de film préférée. Pourquoi À chaque fois dites-nous pourquoi. Ah oui. Vous ne faites pas ce choix par hasard. Dans Police de Piala, c'est le rapport entre le masque de force et l'extrême vulnérabilité que je trouvais très touchant. Il dit pas où il va, mais toi tu sais qu'il va jamais à Marseille. Exactement. Alors nous on sait qu'il va régulièrement à Marseille. Pour livrer en héroïne le dénommé Raoul Bensimi, lequel vous a formellement mis en cause tous les deux. Il ment. Comment ça il ment? Je connais pas moi ce mec, alors il ment. Je connais pas, sauf quand il téléphone. Ça c'est impossible, je suis sur liste rouge. Ouais. Il téléphone et tu prends les commandes. Je suis sur liste rouge justement pour pas me faire emmerder par des... Votre musique de film préférée? Je pense que c'est Bleu. D'accord. La musique de Bleu de Kieslowski qui est bouleversante, que j'entends une note, je pleure. Ouais, superbe. Ça c'est vraiment très beau. Et votre réplique préférée? Et ma réplique préférée, justement, j'ai pas réussi à mobiliser mon cerveau, donc j'ai une réplique de Mata. Mais c'est génial. Parce que je me cite, évidemment. Et je vais dire, je suis là dans ce bureau à attendre que vous cochiez cette putain de case d'aptitude. Merci beaucoup. Et prisonnier en Afrique. C'est ça votre objectif? C'est de démontrer que je suis pas apte à réintégrer mon service? Évidemment, j'aimerais en être. Je suis là dans un bureau pendant qu'on torture mon camarade en Afrique. À attendre que vous cochez cette putain de case d'aptitude, là.
Voilà, on l'a à 100%. Merci Romain. Mais d'ailleurs, merci pour la transition. Romain, c'est à vous de jouer. Non, le film préféré, c'est impossible d'y répondre. Mais dans les derniers films, dans les derniers mois, moi j'ai été assez impressionné par Bugonia. Et puis. Pourquoi Parce que c'est un ton, comme souvent, c'est quand même un ton. C'est un peu. Alors, c'est pas du tout comme Wes Anderson, mais ça fait partie de ces réalisateurs qui ont un ton. Pas de marque de fabrique, ce serait péjoratif, mais une façon de raconter l'histoire qui leur est propre. Une signature. Et qui, c'est très poétique. C'est plus qu'une signature, en fait, c'est plus qu'un style. Il y a une poésie dans ce mode narratif qui me fascine. Et à chaque fois, on se dit, j'aurais jamais pensé raconter cette histoire comme ça. Voilà. Je vous salue. Bienvenue au quartier général de la résistance humaine. Où sont mes cheveux? Vos cheveux ont été détruits. Pour que votre vaisseau ne vous contacte pas. Mon vaisseau, pardon? Votre vaisseau mère. D'accord. Récemment, c'est le fruit du hasard, mais j'ai vu pas mal de films dont les musiques étaient composées par Alexandre Desplat. Et notamment un des plus récents, parce qu'il a fait énormément de films, ce monsieur, de Phoenician Chim de Wes Anderson. Et pour votre réplique de film alors? Alors, c'est un bon soldat est un soldat inquiet, pardon, est un bon soldat. C'est dans Mata, mais c'est aussi Donc dans Mon Légionnaire. Ah, qui est votre deuxième film pour le coup. Voilà. D'accord. Et c'était une réplique. Donc c'est une réplique commune? Oui, elle est encore dans ma tête. Eh ben, j'ai un bon doute. soldat, un soldat qui est un bon soldat, je sais pas, on l'a tourné, mais je sais pas si c'est au montage. J'ai un doute. J'ai un doute, j'ai pas vu le dans film les depuis dernières- Eh bien, il faudra aller voir le film. Voilà. Ouais, on va aller voir. Et justement, merci de me faire la Pour transition. On va résumer. rappeler donc la sortie du film. Il sortira donc en France le 27 mai. On va aller voir ça à nouveau parce que c'est vraiment un joli moment de cinéma. Et merci de ce cadeau. C'était un plaisir de vous accueillir à la radio du cinéma. On se dit à bientôt. Ah, peut-être vos actualités. Vous avez Romain, vous travaillez sur un autre film en ce moment? Possiblement, oui, pour quelque chose qui serait en fin d'année. Mais, D'accord. Français, étranger? Français. Français. Et vous, Agnès, vous êtes déjà sur le prochain film? Moi, ou- je suis pas encore sur un prochain Ouais, film. là, vous vivez pleinement la Exactement, sortie de ce la film. promo. Voilà. Eh ben, écoutez, on lui souhaite bonne chance à ce Merci film beaucoup, et c'était merci un plaisir. infiniment. Merci à vous. Partagez, merci, à Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.